Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 513 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, nous revenons bien sûr sur la victoire de Donald Trump aux élections américaines et la grosse déconvenue des médias. Nous passerons également en revue les pastilles de l'info. Le portrait piquant ne sera pas oublié. Il sera consacré cette semaine à Marine Turki, une journaliste à Mediapart aux basses méthodes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner à TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. Et pour cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. C'est parti pour le E-Média numéro 513. Surprise générale pour nos médias, Donald Trump vient d'être réélu et donc redevient le 47e président des États-Unis d'Amérique. Il gagne l'élection et de loin. En effet, on constate une domination écrasante de Trump dans ce scrutin, alors que les sondages prédisaient un score serré. Il suffit pour s'en rendre compte de voir une carte des résultats avec en rouge les États gagnés par Trump. Et comme le souligne ce tweetos avec humour, la dernière fois que j'ai vu une femme se prendre une telle raclée par un homme, c'était au JO, en référence à la boxeuse algérienne sous Testo qu'on avait vu pendant les JO. Et on se rend compte de cette vague rouge avec les résultats par comté, une circonscription électorale américaine, qui sont encore plus éloquents. On voit cette carte totalement dominée par le rouge. Jean-Yves, un commentaire ? Le rouge, c'est une victoire très large de Trump et effectivement, sur la carte de comté, c'est encore plus massif parce que, à part les centres-villes et les côtes, l'immense majorité américaine est trumpiste républicaine. Certains s'attendaient à voir une fraude pendant cette élection, comme ça aurait pu être le cas en 2020, et finalement, il semblerait qu'il n'y en ait pas eu, ou peu. Alors, les États-Unis ont un système électoral extrêmement fragile. Donc, il y a probablement eu un fond d'irrégularité dans un certain nombre de comtés et d'États. Par contre, il n'y a pas eu la fraude de dernière minute où on bourre les urnes avec des ballots susceptibles d'avoir été envoyés par correspondance et qu'on découvre au dernier moment, comme on avait vu en 2020, parce que l'écart est tellement important, y compris dans les États à bascule, que c'était devenu inutile. Alors, on observera quand même, et ça c'est tout à fait intéressant, on observera quand même que la carte du vote démocrate des États qui votent démocrate correspond aussi, c'est peut-être une coïncidence, à la carte des endroits où on peut voter sans carte d'identité et sans photo. Donc, c'est quand même à minima troublant. Il y a une dernière chose qui reste troublante par rapport aux élections de 2020, c'est que si on regarde le vote pour les démocrates, depuis Obama, Clinton, Biden, enfin pas Biden justement, c'est entre 65 et 70 millions, et étrangement, en 2020, on est à 80 millions, donc 10 millions de plus, qui correspond à l'époque à un vote massif par correspondance. Ça reste mystérieux. Je ne dis pas que ça s'explique par la fraude ou exclusivement par la fraude, ce vote de 2020, mais je crois qu'il y a quand même une interrogation. On devrait avoir des réponses sociologiques et politiques à ce phénomène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos médias se sont particulièrement plantés sur cette élection. Ils ont fait preuve d'un unanimisme anti-Trump total, à faire pâlir les dictatures. Un bêtisier, carrément, on pourrait en faire un, tellement les médias se sont trompés. Leur aveuglement d'abord, avec la Kamala Mania, comme on l'a appelé, les journalistes étaient certains de la victoire de Harris avant le match. On a eu droit à plusieurs étalages de cette certitude. Par exemple, l'AFP qui voulait nous prouver par une méthode mathématique
que Kamala Harris allait gagner. I'm very confident that Harris will win because the keys don't easily change. They look at the big picture of incumbent strength and performance. The truth is, you never know in advance whether any particular set of events is big enough and unprecedented enough to change the pattern of history. That's why in advance you can't change the keys. And my gosh, they worked for 40 years. No other system comes close. Grâce à la méthode des 13 clés, depuis l'élection de 1984, ce professeur d'histoire prédit le vainqueur. Il avait prédit la victoire de Harris. Jean-Yves, les mathématiques, c'est vraiment imparable. C'est imparable. Le problème des modèles mathématiques, c'est qu'ils répondent en fonction des données qu'on leur donne et des questions qu'on leur pose. Or, dans un processus politique, il y a des changements, il y a des nouveautés. Et ça, le modèle mathématique, il va avoir beaucoup de difficultés à le prédire. On a aussi un expert de plateau sur LCI qui déclarait la chose suivante. Il faut oublier l'idée que Trump puisse être président. Donc, attendez, Charles, c'est une élection, c'est quand même une démocratie aussi. Nous, Français, on est bien obligés de considérer la possibilité. Tout est possible encore. Bien, je vous assure que la présidente Harris aura une politique atlantiste. Les médias étaient aussi certains que la belle Taylor Swift allait faire basculer l'élection. On se rappelle de ces unes de Libération. Taylor Swift peut-elle faire perdre Trump? Ou encore sur France Inter, lorsque Thomas Snegarov expliquait en août de cette année que Harris allait gagner. Harris est la pire des candidates pour Trump. Pour Donald Trump? Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers. Snegarov, on l'a vu absolument partout pendant 2 mois comme expert, consultant, spécialiste des États-Unis. Il est d'ailleurs agrégé d'histoire, donc on l'a vu partout. Sur la 5, sur France Info, sur France Inter, sur France 2, partout. Et il n'a cessé de se tromper. Il n'a pas été prudent. On peut avoir des préférences pour une élection. Bon, moi j'avais une préférence pour Trump, mais quand je faisais des commentaires ou que je prenais des positions, je restais prudent parce que y a un point de vue, mais il peut aussi y avoir un autre point de vue à prendre en compte. Snegarov, il a été totalement imprudent. Alors résultat maintenant, il a supprimé son compte Twitter. C'est très bien, comme ça on ne voit pas, on ne retrouve plus le catalogue de ses âneries. Voilà, mais on le retrouvera. Hein, plus un expert se trompe, plus il a de chances d'être réinvité sur les grands médias. Au-delà de prendre leurs fantasmes pour des réalités, il va de soi que les journalistes ont unanimement pris parti en faveur de Kamala Harris durant cette campagne. Et quelques exemples pour illustrer, on pourrait en sortir des myriades. Mais voici par exemple un résumé du duel Trump contre Harris selon TF1. Partons maintenant aux États-Unis, pays vers lequel l'attention du monde entier est plus que jamais tournée. Kamala Harris deviendra-t-elle la première femme présidente américaine? Donald Trump sera-t-il réélu en ayant fait de l'insulte son principal argument de campagne? Réponse après-demain, mardi. Ou encore la manière dont était présentée l'alternative américaine sur France Inter. On a d'un côté une féministe progressiste humaniste pro-LGBT et de l'autre un misogyne conservateur raciste homophobe. À ce stade, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Comme le commente Laurent Oberton, moult propagandistes officiels sur le service public n'ont pas manqué cette occasion de confirmer que ne rien comprendre était leur principe directeur. Je propose qu'on rende à tous ces gens la liberté de mentir et de se planter avec leur propre argent. Jean-Yves, je reprendrai à mon compte cette question de destination télé. Comment les médias français peuvent-ils à ce point nous désinformer? Parce qu'ils sont dans l'entre-soi permanent. Donc c'est un ensemble de gens qui pensent la même chose, qui se retrouvent sur les plateaux, qui se retrouvent à dîner, qui se retrouvent ensemble, et donc ils se confortent leur opinion. Et même, si vous voulez, quand ils sont allés faire des reportages aux États-Unis, ou quand ils ont donné la soirée électorale, ils la donnent depuis New York,
fief démocrate, ou depuis Washington, d'ici, où là, c'est encore pire, puisque dans la circonscription de Washington, d'ici, c'est un microcosme, ils ont voté Harris à 92%. Et donc, autant vous dire que les 8% qui votent Trump, ils se font plutôt discrets. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la réalité. Ils se ferment à la réalité. Trump, apparemment, les Américains n'ont pas obéi aux injonctions des journalistes français, commande ce tweetos. Jean-Yves, on ne peut décidément pas faire confiance aux journalistes ? Non, alors, ce qui est vrai dans le journalisme français, il y a un côté un peu ridicule dans le parti pris. Parce que pour une élection française, bon, on peut comprendre. Il milite pour LFI, ou il milite pour Macron, et il milite contre Marine Le Pen ou Bardella. Bon, on peut comprendre. Ils ont de l'influence sur les électeurs. Là, ils n'avaient pas d'influence sur les électeurs américains. Simplement, ils ont eu effectivement de l'influence sur les électeurs français, parce que quand il y a des sondages, on en a parlé la semaine dernière, il y a 14% qui voteraient Trump. Ça a d'ailleurs une certaine influence, parce que ça a amené, par exemple, Marine Le Pen à être très très prudente, parce qu'elle a regardé le sondage, elle a vu que les sondages, les Français n'étaient pas pour Trump, parce que forcément, tous les médias leur disaient qu'il ne fallait pas être pour Trump, et donc elle a été extrêmement prudente sur le sujet. Mais ça n'a aucun effet sur les lecteurs du Wisconsin ou du Minnesota, qui évidemment ne regardent pas les médias français. On s'intéresse à qui sera le maître de l'Empire. Oui, absolument. Oui. Heureusement, tout n'était pas sombre dans le paysage médiatique français. Il y a eu des attitudes honnêtes et positives à saluer, notamment la clairvoyance des journalistes alternatifs tels Régis Le Sommier, qui avait été plus réaliste, on peut le dire, que ses confrères en anticipant la victoire de Trump. On gagne l'élection quand on rassemble, quand on mobilise sa base. Celle de Donald Trump, inutile de vous dire, est ultra mobilisée. Celle de Kamala Harris peine à se mobiliser. Autre journaliste plus mainstream à laquelle vous vouliez faire un coup de chapeau, je crois, Jean-Yves, c'est Laurence Haïm, journaliste de terrain, qui avait elle aussi anticipé, seule contre tous, la victoire de Trump. Oui, alors moi personnellement, pour me faire une opinion, essayer de me faire une opinion, j'avais les médias mainstream, il faut bien, j'avais les comptes d'Elon Musk. Là, c'est le point de vue trumpiste, mais avec une grande intelligence et une grande clairvoyance. Et puis Laurence Haïm. Alors Laurence Haïm, qui est-ce ? C'est une journaliste plutôt centriste, plutôt démocrate, qui a été dans la campagne de Macron, vous voyez, en 2017, mais qui a fait du terrain. Elle suivait les meetings de Kamala Harris, mais aussi de Trump, et elle disait ce qu'elle voyait. Alors elle s'est fait beaucoup gronder dans son propre camp, qui était très fâché de ses déclarations, mais c'était un retour de terrain intéressant, je crois, dans l'ensemble objectif. Et effectivement, elle ne s'est pas contentée d'interroger les gens à Washington ou à New York. Donc c'est intéressant. C'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois, elle vient tout à fait du mainstream. Mais elle a fait un travail intéressant, voilà. Si on continue l'analyse médiatique de cette élection, les journalistes ont, dans la nuit de mardi à mercredi, eu affaire à une énorme déconvenue. Alors que la salle de Kamala se vidait, celle de Trump se remplissait. Faisons un retour sur ce changement d'ambiance et la crispation dans les rédactions françaises durant la nuit de cette élection. Cela s'est par exemple produit sur BFM TV. Alors qu'un invité rappelait la propagande anti-Trump depuis plusieurs mois, les médias ont décidé de lui couper le micro, ou en tout cas de menacer de lui couper le micro. Écoutez. Ces femmes de couleur en ont eu assez de la propagande qui a été déversée contre Donald Trump pendant toutes ces années, et encore plus récemment pendant cette campagne. J'insiste bien, et écoutez bien ce qu'on a entendu. On a entendu Kamala Harris, on a entendu Barack Obama dire que Donald Trump était un fasciste, que c'était Hitler. On a dit qu'on n'était pas dans l'invective ce matin, on est dans les résultats de la présidentielle, on a entendu des choses. Quand j'entends quelqu'un qui traite de criminel, quand un monsieur traite... Vous savez, il est 6h30, les gens se réveillent, nous regardent, on coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Pardonnez-moi, cette condamnation est enregistrée. Non, elle n'est pas enregistrée, non, elle est comme un Stop, sinon vous sortez. L'information. Les journalistes ne supportent plus qu'on leur rappelle leur propagande. Ah non, il est interdit, si vous voulez, il y a une espèce de règle quand même implicite. Vous êtes invité dans un média, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Voilà.
Et sinon, c'est un chantage qui a beaucoup marché. Avant, quand il n'y avait que des médias de grand chemin, tout le monde se tenait à carreau, y compris ceux qui pensaient qu'ils faisaient un mauvais travail. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui sont invités dans des médias de grand chemin et qui leur disent un peu leur vérité en disant si je suis plus réinvité là, je serai réinvité ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est assez intéressant. Mais ils ne supportent pas d'être critiqués parce qu'ils sont la vérité. Et après ces déconvenues pour nos tristes journalistes, on a eu droit aux réactions d'après-élection mercredi dans la journée. 2 types d'attitudes. D'abord, bien sûr, celle des médias de grand chemin payés par l'argent public, avec Libération, par exemple, qui titre « Élection américaine, comment échapper à la dépression ?» Sur France Inter, on pouvait entendre carrément des insultes envers des millions d'électeurs américains. Ceux qui ont voté pour Donald Trump, ça parle de racisme et de misogynie. Que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Attendez, déjà, est-ce qu'il va concéder une défaite? Bah oui, moi je représente le parti qui a gagné aujourd'hui et je peux pas vous laisser insulter 75, 80 millions de personnes comme ça. C'est un constat. Non. Jean-Yves, quel commentaire? Si vous voulez, alors là, d'abord, continuer la campagne électorale quand la campagne électorale est finie, c'est un peu ridicule. Mais surtout, en règle générale, une fois qu'une élection est passée, tous les médias se focalisent plutôt sur le vainqueur. Voilà. On va parler des vainqueurs, on va parler des équipes du vainqueur, on va parler des projets du vainqueur, on va éventuellement inviter tel ou tel auteur qui a fait une biographie du vainqueur. Là, pas du tout. Pas du tout. On continue de faire du Harris. Moi j'ai entendu sur un média de service public, on invitait un biographe de Harris. Bah oui, mais Harris, très bien, mais c'était plutôt sur Trump qu'il fallait focaliser. Non, il continue en quelque sorte dans leur aveuglement. Et par exemple, on a eu aussi cette très mauvaise foi de la part de cette représentante démocrate qui critique le système de vote américain. Ça me fait penser à un autre système de grands électeurs qui est quand même pas très démocratique. Et donc à chaque élection, récemment, c'est le démocrate qui gagne le vote populaire et le républicain peut quand même devenir président. C'est pas normal. Jean-Yves, il était 5h30 du matin à ce moment-là, quand elle s'exprime, cette représentante démocrate. Pouvez-vous nous donner quelques éléments? Pourquoi cette analyse est tronquée? Alors, si vous voulez, dans les éléments de langage qui étaient préparés par les démocrates et même par les médias, en cas de victoire de Trump par le nombre des grands électeurs, on ferait valoir qu'il n'avait pas gagné sur l'ensemble du collège électoral américain, puisque ça s'était déjà produit en 2016. Il avait gagné la majorité des grands électeurs, mais pas la majorité du corps électoral américain, compte tenu d'un certain nombre de grands États comme la Californie et autres. Et donc l'élément de langage, c'était oui, mais il n'a pas vraiment gagné, et c'est notre système électoral qui est pas bon. Et alors, cette femme sort cet élément de langage, comme vous l'avez dit, à 5h30 du matin. Or, à 5h30 du matin, on sait que Trump a 5 millions de voix en plus et un écart de 4 à 5% avec Kamala Harris. Donc, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et justement, sur le vote, quelle est la sociologie électorale qui s'est manifestée lors de cette élection? Alors, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. D'abord, si vous regardez les catégories d'électeurs racial, parce que ça existe aux États-Unis, c'est l'électorat blanc. D'abord les hommes blancs qui ont voté à 59% pour Trump, puis les femmes blanches à 52% pour Trump. On voit d'ailleurs une différence importante selon le genre, c'est un élément important. Il y a une genrisation dans cette élection, donc il a gagné avec ces grandes masses électorales. Il a aussi été très largement majoritaire dans l'électorat protestants et dans l'électorat catholique. Mais ce qui a probablement assuré sa victoire, c'est qu'il a été moins minoritaire que prévu chez les électorats minoritaires, précisément. Il a été moins minoritaire dans l'électorat noir, notamment dans l'électorat des hommes noirs, où il a, je crois, réalisé autour de 125%, ce qui est minoritaire, mais qui est plus important que ce qui a pu se passer les années précédentes. Et puis, il a été
il a fait une part importante du tiers du vote hispanique. Et donc, c'est son bon score relatif par rapport à ses antécédents dans le vote des minorités qui est aussi un élément de son succès. Heureusement, on a quand même eu un peu de diversité dans les réactions médiatiques, avec quelques réactions positives, notamment celle de Vincent Trémolet-Tuller. C'est la folie politiquement correcte qui a fécondé le Trumpisme en retour. Donald Trump, c'est la némésis, c'est-à-dire la déesse de la vengeance. Commentaire, Jean-Yves, sur Vincent Trémolet-Tuller. Il a des analyses très pertinentes sur Europe 1, où il est invité. Et je trouve que son explication par réaction contre le wokisme, vengeance contre le wokisme est une analyse tout à fait pertinente. Ce qui est assez étrange malgré tout, c'est qu'il est directeur délégué du Figaro et qu'on ne voit pas du tout ça dans le Figaro, à part sur un certain nombre de rubriques un peu périphériques comme le Figaro Vox. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Manifestement, il est le patron du Figaro sans être le patron du Figaro et il s'exprime effectivement avec un certain talent et une certaine liberté sur Europe 1. On a eu aussi Pascal Praud sur Europe 1 qui, voyant le comportement du monde médiatique, a eu un sentiment, je cite, d'empathie envers Donald Trump. Moi, je ne suis pas un Trumpiste, mais quand tu entends ces gens-là, tu as envie effectivement d'être en empathie avec Donald Trump, tellement ces gens sont grotesques. En tous les cas, l'amertume des médias français, ce sont quand même peut-être de bonnes nouvelles pour certains sujets, notamment la paix dans le monde. Comme le souligne Romain Petitjean de l'Institut Iliade, « Je ne vais pas commencer de guerre, je vais les arrêter », déclaration de Donald Trump. Jean-Yves, c'est une question qu'on peut se poser. Quelles incidences sur les guerres, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, cette victoire de Trump ? Écoutez, Trump n'a pas déclenché de guerre. C'est le seul président américain de 2016 à 2020 qui n'a pas déclenché de guerre, contrairement à tous ses prédécesseurs. Bon, donc il est plutôt crédité, et je pense que la guerre en Ukraine n'aurait pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions où elle a eu lieu, si Trump était resté aux manettes. Et par ailleurs, Trump avait participer à la mise au point d'un grand plan de paix au Proche-Orient qui a été effectivement torpillé ensuite par la suite des événements. Donc je pense que il sera plutôt sur une logique de paix. Il était soutenu d'ailleurs par Robert Kennedy Jr., qui est aussi un critique des guerres de l'État profond américain. Donc Trump, c'est plutôt bon, je pense, pour la paix du monde. C'est bon aussi, et ça c'est absolument essentiel, c'est bon pour la liberté. Parce qu'il est évident que les projets d'Harris, c'était de briser les libertés, et aujourd'hui les libertés, elles s'expriment assez largement par un réseau social qui a échappé au contrôle, qui est le réseau social X, ex-Twitter, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les libertés de tout le monde. C'est justement ce que souligne Elon Musk lui-même. You are the media now. Et c'est un tweet qui est pour moi très important, parce que durant cette campagne, on a assisté à l'émergence de nouveaux médias précisément, notamment sur les podcasts qui ont fait plusieurs millions de vues. Et en France, on a eu des lives très intéressants, ceux de Tocsin et de Frontières notamment, qui ont couvert l'élection. Et comme le souligne Valentin du média Tocsin, pour vous donner une idée, notre live a rassemblé plus que ceux de France Inter, Le Monde et Le Brut réunis. Jean-Yves, quelle est votre analyse de ce changement de paradigme médiatique ? Alors, jusqu'ici, les médias alternatifs, les réseaux sociaux, se développent depuis maintenant 20 ans à peu près. Bon, mais jusqu'ici, dans toutes les élections, c'est encore les grands médias qui restent les médias officiels, qui restent les plus déterminants. Ça a été le cas encore en France lors des dernières élections, que ce soit présidentielles ou législatives. Je crois qu'aux États-Unis, on assiste à un basculement parce que les médias alternatifs ont fait l'élection. Et ça, c'est aussi la stratégie de Trump. C'est-à-dire que quand vous avez des médias hostiles, vous avez deux attitudes. Vous pouvez avoir une attitude de compromis, de soumission. Vous les ménagez, vous acceptez leurs présupposés, et vous essayez de ruser avec. C'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie de dédiabolisation, par exemple. Et puis, vous avez une stratégie contraire, qui est une stratégie plus transgressive, où vous vous opposez frontalement à la doxa
et vous défendez votre point de vue. C'est ce qu'a fait Trump. Et il l'a fait un peu dans les médias de grand chemin, mais énormément dans les médias alternatifs. Et si vous voulez, il y a eu une de ces dernières émissions, c'était un podcast fait par un dénommé Rogan, où il a été vu 15 millions de fois. 15 millions de fois. Et donc, ça change la donne. Et ce qui va changer la donne aussi, c'est le développement de X, parce que je ne pense pas que Musk se contente de ce qu'il a actuellement. Il va étendre aussi le système, et à terme, sa vocation à concurrencer Google ou YouTube, qui sont encore aujourd'hui des temples du conformisme. Donc c'est un basculement. Le sujet des libertés, c'est justement celui du colloque de l'ASLA, notamment, qui a lieu ce soir. Alors, effectivement, ce soir, il y a l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui aident les gens qui ont des procès en délit d'opinion. Donc, ils font une réunion ce soir, salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes, à partir de 19h. Et ce sera vraiment un plaidoyer pour la liberté, ou plus exactement pour les libertés, avec des intellectuels et des avocats, parce que les avocats sont évidemment en première ligne dans cette affaire, et je pense que c'est aussi important à mettre dans le panorama général, dans l'offensive pour les libertés, et les libertés utilisées pour défendre des idées transgressives. Après avoir étudié la PLS médiatique avec la victoire de Trump, place aux pastilles de l'info. Première pastille, inondation en Espagne, le pouvoir chassé. Image terrible chez nos voisins espagnols avec les inondations. La population locale en veut terriblement aux autorités de ne pas être intervenues assez rapidement. Et d'ailleurs, le gouvernement a plutôt été mal accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le socialiste Pedro Sánchez qui a dû éviter les manifestations pendant que le roi et la reine font face à la foule, tout un symbole. Regardez. Et les médias n'ont bien sûr pas oublié leur habituelle propagande. Quand à Valence, une journaliste évoque la présence de l'extrême droite sur les lieux du drame lors de la visite houleuse des autorités, une sinistrée lui répond. Los primeros que cogieron las palas y vinieron a ayudar. De verdad lo digo, vinieron un grupo de Yomus, de los ultras del Valencia, del Levante, y son los primeros chavales que cogieron, se arremangaron y se pusieron a sacar con palas. Ce sont les premiers à avoir pris des pelles. Jean-Yves, quelle est votre analyse de cet événement tragique et de son traitement médiatique ? Alors, d'abord, il y a toujours des catastrophes naturelles depuis, on peut dire, la nuit des temps. Et cette région a toujours été concernée par des catastrophes naturelles. D'ailleurs, il y a des aménagements de rivières et de barrages qui remontent à l'époque romaine, donc c'est dire. Alors, les médias ont choisi de traiter ça sous l'angle, c'est la catastrophe climatique, c'est le réchauffement climatique, le dérèglement climatique qui explique ces événements. Bon, il y en a eu tout au long de l'histoire dans cette région-là. Simplement, l'avantage de mettre en avant l'alarmisme climatique, c'est que ça te permet de passer sous silence les défaillances des pouvoirs locaux et nationaux, défaillances dans l'alerte, défaillances dans les secours, et peut-être aussi défaillances dans les aménagements urbains et les constructions, car l'ampleur de la catastrophe est liée au fait que le fleuve s'est embarqué dans les zones habitées et construites relativement récemment. Deuxième pastille, Nicolas, un nouveau francocide peut-être. Comme le souligne le député Identité et Liberté Thibault Monnier, Nicolas, 22 ans, a été tué devant une boîte de nuit après une fusillade près de Valence. Jean-Yves, ça nous rappelle malheureusement d'autres affaires, comme Thomas et Lola. Oui, et c'est d'autant plus triste que cette victime appartient au même club de rugby que Thomas, la victime de Crépol, et les meurtriers appartiennent aussi à la même famille, on va dire, pour rester dans le politiquement correct, que les meurtriers de Thomas. Oui, c'est un francocide, absolument.
Et comme le souligne Damien Rieu, pendant ce temps, la France pleure dans une marche blanche un de ses enfants tués dans l'indifférence générale, par encore une fois qui vous savez. On a aussi Libération qui évoque le défilé à Paris pour les martyrs de l'immigration, organisé par un collectif intitulé Gardiens de la mémoire. Et le journal anarcho-bancaire préfère titrer, pour parler de cet événement, à Paris, l'extrême droite défile en criant son racisme. Jean-Yves, les Français sont les seules victimes pour lesquelles on ne peut pas s'émouvoir, selon l'idée ? Oui, alors effectivement, il y a des catégories qui peuvent s'émouvoir et d'autres pas. Cette manifestation, je crois importante, parce qu'elle a été extrêmement bien tenue, extrêmement bien encadrée, sans incident. Et c'est une étape importante dans ce qui devient de plus en plus nécessaire, de grandes manifestations, de protestations contre l'immigration, comme il y a en Grande-Bretagne par exemple. Et ça, la réussite de cette manifestation, c'est une étape. Cette manifestation avait encore été interdite par le préfet de police, sur la base de la circulaire Darmanin, qui n'a pas été annulé par le Conseil d'État, en tout cas pas encore, et qui ne le sera peut-être pas, et qui n'a pas été retiré par M. Retailleau. Là, M. Retailleau, il faudrait peut-être se bouger. Mais le tribunal administratif de Paris avait autorisé, malgré tout, la manifestation à se tenir. Elle s'est tenue, elle s'est bien tenue sans incident, avec beaucoup d'allure, de dignité, de force aussi. Je crois que c'est important pour la suite. Bravo à ceux qui l'ont organisé. Troisième pastille, conférence de Polémia J-9. C'est bientôt le forum de Polémia, dans 9 jours maintenant, sur les dépenses nuisibles. Voici le thème. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la programmation ? Oui, alors nous allons traiter, il s'agit de trouver 150 milliards d'économies, hein, on ne fait pas dans les petits bras. Un vaste programme. Alors il y a beaucoup d'économies à trouver, hein. Il y a des économies à trouver sur les migrations, il y a des économies à trouver sur les doublons, les agences administratives, il y a des économies à trouver sur la soi-disant transition énergétique, il y a aussi des économies à trouver sur les dépenses de propagande. Alors pour parler de tout ça, on va avoir un certain nombre... Nous aussi, on a nos experts, mais nos experts, ils connaissent à la fois les dossiers, mais ils les regardent sous un angle politiquement correct. On aura le professeur Jean-Claude Martinez, on aura l'ancien préfet Michel Auboin sur les questions de logement, l'ancien ambassadeur Driancourt sur les questions de politique étrangère et d'aide à l'étranger, Fabien Bouglet sur les questions climatiques, et... Lucas, vous interviendrez, vous, sur un sujet que vous connaissez bien, les dépenses de propagande et les dépenses de propagande médiatique. Voilà. Tout à fait. Rendez-vous donc le 16 novembre. Prenez vos billets sur le site de Polémia. Chers téléspectateurs de TV Liberté, vous le savez, j'étais en intérim pour remplacer Floriane Janin, la présentatrice de Immédiat. Et c'est maintenant... le temps de lui céder à nouveau ma place. J'appelle donc Floriane qui est de retour parmi nous. Et Jean-Yves, je voulais vous remercier pour ces mois passés ensemble. Ça a été un plaisir et un honneur. Et ben moi aussi, Lucas, ça a été très, très agréable. Et je dois dire que je vous remercie aussi tous les deux d'avoir su tenir ce temps-là. Un grand merci à toi, Lucas, de me rendre ma place confortablement, je crois. Et puis, un grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui allez me retrouver la semaine prochaine sur le siège de Lucas. Mais je ne quitte pas TV Liberté, rassurez-vous, vous me verrez bientôt dans d'autres projets. Jean-Yves, on conclut sur le portrait piquant consacré à... Marine Turki. Alors c'est intéressant parce que c'est une journaliste de Mediapart, mais tout ce qu'elle écrit dans Mediapart, elle le recopie ensuite, ou ses amis le recopient dans Wikipédia, et donc il y a une influence... C'est des écrits marginaux, mais qui ont une influence assez importante par cet intermédiaire. Donc, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. À très vite sur TV Liberté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Connaissez-vous l'objectivité subjective ? Vous en aurez un exemple concret avec Marine Turki, journaliste à Mediapart, où elle a longtemps couvert la droite et l'extrême droite. Détail piquant, son nom de famille signifie en italien « turc » et par extension « cruel » ou « féroce ». Née en 1982, elle est diplômée de Sciences Po Lille, puis de l'ESJ Lille, l'école de journalisme la plus gauchiste de France. Un stage au Monde, puis au Nouvel Obs,
Un passage à Télé 2 semaines, elle fait ses vrais débuts en 2008, lors de la création de Mediapart, où elle est la plus jeune journaliste de la rédaction. Factuelle jusqu'au bout des guillemets, on croirait parfois ces articles rédigés un peu comme par un automate. Cependant, l'angle idéologique ne manque jamais de transparaître par le biais d'un procédé fort utile, faire parler les autres à sa place. D'où l'intérêt des guillemets. Ainsi, Marine Turki parvient toujours, ou presque toujours, à dégoter un pseudo-spécialiste ou un opposant de service pour conduire son article précisément là où elle le souhaite, c'est-à-dire de l'autre côté d'une ligne où pullulent les fascistes, nazis et autres réacs. En 2013, Marine Turki est à la tête de la chasse à l'Oberton. Elle explique que l'écrivain, Laurent Oberton, est en fait depuis octobre 2009 l'auteur d'un blog de la réacosphère qualifié de racialiste, voire de raciste par ses fans, avant de se lancer dans une véritable chasse aux sorcières en téléphonant, tenez-vous bien, à son ancienne école et en contactant ses anciens camarades. Le site Atlantico affirmera, je cite, qu'un blogueur journaliste a revendiqué auprès d'Atlantico la paternité du site incriminé par Mediapart, surnommé alors Mediatart par Oberton. En 2007, elle rejoint le service enquête où elle couvre toujours le Front National, mais aussi de plus en plus les violences sexuelles. Ces enquêtes trouvent volontiers un prolongement des médias du service public. C'est notamment le cas pour l'affaire Depardieu. Publiée en avril 2023, les conclusions de son enquête sont relativement ignorées, jusqu'à ce que l'émission de France 2, Complément d'enquête, s'en saisisse quelques mois plus tard, conférant à la polémique une dimension nationale. On a appris depuis que la vidéo sur Depardieu est un simple montage à charge, style procès de Staline. Laissons le mot de la fin à Elisabeth Lévy dans Causeur du 4 janvier 2024. Je cite, « Pour ceux qui l'ignorent, Marine Turki, qui officie à Mediapart, est à la nouvelle terreur féministe ce que Wyszynski était au stalinisme. Procureur implacable. Elle est capable d'écouter des dizaines d'heures le masque et la plume pour y révéler qu'on y a dit 32 fois salope ou entendu 41, pas 42, 41 blagues sexistes. Il faut lui reconnaître une certaine conscience professionnelle. Turki monte ses dossiers. Et bien sûr, elle donne la parole à l'accusé. Parole qui se retrouve généralement noyée entre des témoignages accusatoires. Turki exerce sa charge avec une certaine froideur, alors qu'Ariane Chemin, qui requiert au monde, semble plutôt animé par la passion de nuire. Mais les deux, formés à l'école Plenel, ont le même talent pour construire et imposer un récit totalement fantasmé des faits qu'elles évoquent. Fin de citation. Au total, une bonne définition de la méthode Mediapart.